Donc la Fondation Carasso, c'est une fondation familiale philanthropique qui agit en France et en Espagne. Et donc on soutient, depuis la création de la fondation en 2010, des projets dans le domaine de l'alimentation durable, donc autant sur les questions de lutte contre la précarité alimentaire et d'accès à l'alimentation, que des innovations dans tous les champs en fait, de l'alimentation. Que ça aille aussi sur l'agroécologie, par exemple, la recherche participative dans ces domaines, ou l'approvisionnement de la restauration collective et les systèmes alimentaires territorialisés. On a soutenu beaucoup de projets et de plus en plus, il y avait une composante territoriale, ce qui nous a de plus en plus interpellés. Donc autant des projets vraiment de terrain qui s'inscrivaient dans le lien à leur production. Par exemple, essayer d'approvisionner des micro-marchés pour des personnes précaires à Nantes, les faire approvisionner par des producteurs locaux, que des projets de collectivités un peu pionnières, comme celui de la Biovallée, par exemple, ou de Mont-Sartoux, il y a déjà quelques années. Et on a souhaité, en fait, face à cette multiplication des projets s'inscrivant dans un territoire et aux nombreuses questions récurrentes qui se posaient, les réunir pour capitaliser sur ces expériences et essayer d'en extraire des apprentissages, des bonnes pratiques, des éléments qui pourraient les informer les uns les autres et les aider à avancer. Et on a souhaité conduire ce travail à la fois en France et en Espagne. Donc ça nous a amené à sélectionner parmi ce qu'on avait pu financer 22 projets français et espagnols et à les réunir pendant un an pour voir finalement quelles étaient les questions qui se posaient en commun et comment certains des projets pouvaient apporter des éléments de réponse. Donc ça a fait l'objet d'une publication qui s'appelle Système alimentaire territorialisé, qui est sur notre site et qui est assortie de 22 fiches techniques détaillées qui rentrent vraiment dans la pratique de chacun de ces projets. On a identifié en fait 3 grands champs de questionnement pour ces projets et un certain nombre de besoins derrière. Ces 3 grands champs, en fait, c'est la mobilisation des partenaires dans le cadre d'un projet, des acteurs du territoire, la mise en place d'une gouvernance dedans et la consolidation d'un modèle économique. Voilà, qui sont des questions un peu transversales à tous les projets territoriaux qu'on a pu interroger. Dans les leviers d'action et facteurs du coup de réussite, concernant la mobilisation, c'était vraiment l'identification des acteurs du territoire, donc le fait de construire une cartographie finalement de qui fait quoi et de réussir à réunir tout le monde. La mobilisation de tous les métiers qui sont présents sur le territoire et leur valorisation aussi pour dépasser un peu les clivages qu'il peut y avoir ou les idées reçues par les uns sur les autres et identifier des synergies finalement à travers ces différents métiers, apprendre à mieux se connaître, à comprendre les contraintes de chacun. La sensibilisation des élus, qui est un point fondamental, parce que si les démarches territoire finalement sont portées que par un seul élu, elles restent non seulement déjà très dépendantes de lui, mais finalement très sectorielles. Donc réussir à mobiliser l'ensemble des élus du territoire dont les sujets sont liés à l'alimentation, que ce soit ceux qui s'occupent d'aménagement du territoire, d'énergie, de gestion des déchets, de transport, etc. Ça reste en tout cas un point déterminant pour la réussite de ces projets. Et la mobilisation des citoyens, qui reste un point essentiel et qui peut se faire vraiment à différentes étapes. Ça peut être dès la conception de la démarche, dès l'identification des objectifs, ou la priorisation des actions qui vont être mises en place dans le cadre d'un plan d'action. Donc ça, c'est pour la partie mobilisation. Sur le deuxième chapitre, qui est donc l'installation d'une gouvernance pérenne, les critères de réussite qu'on a pu identifier, c'est le fait de créer de la transversalité dans les projets, donc la transversalité au sein de la collectivité qui porte le projet, la transversalité entre les institutions présentes sur le territoire, que ce soit l'État en région pour la France, ou même les chambres consulaires, tout type d'acteurs qui sont présents sur ce sujet, et de la transversalité bien sûr entre les échelons administratifs, entre la ville, la communauté de communes, le département, la région. Ça c'est première chose, sa gouvernance. Ensuite, il y a le fait de réussir à ancrer le sujet dans l'agenda politique et dans les outils. Ce qui est loin d'être facile, parce que ça implique à la fois d'avoir
une vision, une stratégie et des objectifs qui soient co-construits, partagés, mais aussi de faire rentrer l'alimentation dans les différents outils de pilotage qui existent, que ce soit sur le foncier, sur les plans énergie, les plans climat, tous les plans d'aménagement du territoire, etc., que cette question, finalement, soit vraiment un peu comme les questions de développement durable, assez transversale, et trouve sa place dans chacun de ces domaines. Ce qui implique d'avoir réussi à mobiliser les différents services de la collectivité pour que chacun réfléchisse à, finalement, en quoi est-ce qu'il est concerné par les questions d'alimentation. Donc ça, c'est un critère important vraiment pour la pérennisation de ces projets. Et il y a bien sûr le fait d'animer cette gouvernance. Donc ça implique de dégager les ressources nécessaires pour le faire, parce que souvent un poste dédié à l'animation territoriale ou un coordinateur qui serait désigné par l'ensemble des acteurs est nécessaire. Et donc aujourd'hui, c'est des ressources qui sont difficiles à mettre en place. Il y a beaucoup de bonnes pratiques en face de tout ça. Donc toutes ces bonnes pratiques sont finalement identifiées dans chacun des projets, dans les fiches dont je vous parlais, qui sont accessibles en ligne. Mais le fait de formaliser le fonctionnement du projet, donc ça peut être par une structure, ça peut être parfois la création d'une SIG, d'une association, d'une marque de territoire, d'un conseil consultatif, il y a beaucoup de formules différentes. Le fait de réussir à mettre en place un petit groupe d'acteurs moteurs dessus, qui va être finalement un groupe pilote, un groupe projet, mais qui va pouvoir répondre à un ensemble plus large d'acteurs derrière. Et le fait de réussir à partager les responsabilités au sein du projet. Donc, ce qui peut impliquer de co-construire le budget, par exemple, du projet, de co-construire le plan d'action, et que chaque acteur, qu'il soit privé, public, etc., prenne sa part dans la réalisation des objectifs du projet. Et c'est finalement cet ensemble d'actions sur la gouvernance qui peut permettre, à la fin, de s'affranchir des aléas politiques, de faire que le projet, finalement, au-delà d'un changement de majorité, par exemple sur le territoire, va perdurer parce qu'il est devenu vraiment constitutif de l'identité du territoire. Et que les acteurs, non seulement professionnels, mais aussi les citoyens et les élus, se retrouvent en fait dans ce projet. Le troisième chapitre, le troisième type d'enseignement, c'était donc sur la consolidation du modèle économique, qui est probablement une des parties les plus complexes aujourd'hui, où il y a encore beaucoup de choses à imaginer. Mais certains projets qu'on a pu interroger sur la construction de filières locales notamment, ont vraiment travaillé sur mettre en place, garantir la transparence dans la construction des prix dans les filières locales et du coup pouvoir avoir une réflexion sur le partage de la valeur ajoutée en ayant comme objectif à la fois l'équité pour la rémunération des producteurs et différents acteurs et en même temps, comme objectif final, l'accessibilité des produits issus de l'alimentation durable. Ça peut impliquer aussi une mutualisation à la fois d'infrastructures, d'informations ou d'outils. Ça, on est encore au balbutiement finalement de ces travaux-là, mais il y a déjà de très belles expériences. Et ça peut impliquer aussi la construction de ce modèle de se poser la question de comment est-ce qu'on garantit finalement dans le changement d'échelle de l'alimentation durable sur le territoire, comment est-ce qu'on garantit le respect des valeurs qui ont été posées à l'origine, qui ont réuni les acteurs. Donc ça peut impliquer d'avoir une méthode itérative. Par exemple, de se dire que tous les 2 ans, 3 ans, on va re-questionner le plan d'action, les objectifs pour être sûr d'être toujours dans la même ligne. Et enfin, dans cette construction du modèle économique, là, c'est des choses peut-être plus connues, mais il y a le fait de développer, de dynamiser une offre de produits bio et locaux, notamment. Donc ça passe par la mise en place d'infrastructures adaptées, que ce soit des ateliers de transformation, d'infrastructures logistiques. Ça passe bien sûr par la restauration collective, qui est aujourd'hui le levier le plus identifié et le plus développé, probablement. Ça passe par la gestion du foncier, avoir à disposition des terres pour pouvoir installer des agriculteurs, et donc par l'accompagnement et le pilotage des installations. Ça peut se faire via des couveuses, via des espaces tests agricoles. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a bien pris, en tout cas en France et en Espagne.